Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Achten qui vient nous présenter le nouvel album de son ensemble Scherzi Musicali. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez le chant, le luth, le clavecin et la harpe ancienne au Conservatoire royal de Bruxelles et de La Haye. Vous complétez votre formation lors de diverses masterclass, notamment à l'Académie baroque d'Ambronay et au Centre de la Voix de Royaumont. Lauréat du 7e concours international de chant baroque de Chimay en 2006, vous êtes également élu artiste classique de l'année 2009 aux Octaves de la musique et prix du jeune musicien de l'année 2009 décerné par l'Union de la presse musicale belge. Depuis 2004, vous êtes l'invité de prestigieux ensembles de musique ancienne, parmi lesquels l'Arpeggiata, la Petite Bande, les Agréments, les Talents lyriques, Il Fondamento, les Musiciens du Louvre, le Poème harmonique, l'Académie für Alte Musik Berlin, sous la direction de chefs tels que Jean Tubéry, Sigiswald Keuken, Marc Minkowski, Christophe Rousset et René Jacobs. Vous êtes aujourd'hui l'un des rares chanteurs classiques à s'auto-accompagner, renouant avec la pratique historique. Désireux d'approfondir cette démarche et de mettre en pratique vos recherches sur la musique ancienne, vous fondez l'ensemble Scherzi Musicali, dont les concerts à travers l'Europe et les enregistrements suscitent l'enthousiasme du public et de la presse internationale. Vous enseignez le chant, le luth et la théorie appliquée de la musique ancienne au Conservatoire royal de Bruxelles. Vous donnez aussi régulièrement des masterclass à travers l'Europe. Je vous propose d'écouter notre entretien par le Pulchra S de Giovanni Paolo Colonna, les sopranos Wei Liang Wang, j'espère que je prononce bien, et Gwendoline Blondale sont entourés de l'ensemble Scherzi Musicali, placé sous la direction de notre invité Nicolas Achten.
Le Pulcra S de Giovanni Paolo Colonna, les sopranos Wei Lian Huang et Gwendoline Blondel étaient entourés de l'ensemble Scherzi Musicali placé sous la direction de notre invité Nicolas Arden. Alors dites-nous Nicolas, venez-vous d'une famille de musiciens? Pas du tout. Ah. Et je pense que ça a été une grande chance pour moi d'avoir une famille de même mélomane un tout petit peu. Surtout mon grand-père maternel, lui était très très mélomane. Un intérêt pour la musique, mais de manière plus variée, donc pas uniquement la musique classique. C'est transmis jusqu'à ma mère. Donc petit, j'ai entendu de la musique classique. Et d'ailleurs, il y a une anecdote chez une autre grand-mère. J'entendais un concerto de Beethoven. Je me disais, ah, c'est Beethoven, je connais Beethoven. Euh, donc voilà, j'avais cette sensibilité-là. J'écoutais la musique classique pour m'endormir le soir, mais j'étais Donc pas. c'était un coup de cœur en fait. Oui, oui, mais j'ai baigné un peu dedans, mais pas uniquement là-dedans. J'ai entendu beaucoup de chansons françaises quand j'étais petit. Très très jeune, j'ai eu un coup de cœur pour Adamo, par exemple. Donc, je viens plutôt de cet univers-là, mais je n'ai pas du tout des parents musiciens, je n'ai pas du tout des parents qui m'ont poussé à faire la musique, mais ils m'ont fait confiance. Tant que mon parcours scolaire traditionnel fonctionnait, j'étais tout à fait libre d'accumuler mes curiosités vers la musique, qui ont commencé avec la guitare chez les Scouts, par exemple. Et puis le piano, puis j'ai ajouté la flûte traversière, puis je me suis mis au chant en voyant le film Farinelli et en découvrant cet univers de la musique ancienne. Et c'est comme ça que j'ai plongé finalement dans la musique ancienne et que je n'en suis plus ressorti. Alors quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Les héros musicaux de ma jeunesse. Bon, très, très très jeune, ça a été, comme je disais, Adamo et même encore Chantal Goya, mais je vais faire l'impasse là-dessus. Et quand j'ai découvert Pourquoi pas? C'était des musiciens de l'Opéra de Paris qui jouaient dans l'orchestre des chansons de Chantal Goya. Oui, bien entendu. Et son travail, je trouve, était vraiment admirable. Le travail de son Debout. époux, Jean-Jacques Debout. Je trouve les arrangements musicaux vraiment très, très réussis. Mais ça m'a attiré vers le spectacle, ça c'est clair. Mais j'avais entre 2 et 5 ans à l'époque. Hein. Disons, mes coups de foudre jeunes ont été plutôt du côté de contre-ténor, notamment Gérard Laine, qui était pour moi une espèce de modèle, de source d'inspiration. Et certains de ces enregistrements m'ont vraiment marqué et inspiré et restent pour moi des Madeleines de Proust. Et c'est ça qui vous a attiré vers ce répertoire plutôt que le romantisme de Beethoven ou le post-romantisme de Richard Strauss ou... Disons que ce qui m'a attiré vers la musique ancienne, comme je le disais, ça a été d'abord ce film Farinelli, mais aussi le fait que j'ai commencé le chant à 11 ans, avant la mue. Et très logiquement, mon professeur de chant à l'époque m'a aiguillé vers Vous la étiez musique ancienne. sopraniste? Voilà, j'étais soprano, voix d'enfant. J'ai mué une bonne année plus tard. Et j'ai donc commencé avec du Bach, du Handel, du Vivaldi, et en allant et du Pergolèse. Et un des coups de cœur, ça a été le Stabat Mater de Pergolèse. Et j'arpentais les rayons de la médiathèque, de feu, la médiathèque, pour aller écouter différentes versions. Et donc c'est comme ça que j'ai entendu des interprétations relativement différentes. J'ai entendu des interprètes qui m'ont plu. J'ai donc été creusé, écouter d'autres enregistrements de ces interprètes, que j'ai découvert des gens comme Gérard Laine que je citais, Véronique Jean, Sandrine Pio, enfin des gens qui ont vraiment inspiré mon développement en tant qu'artiste. Et dans le cas de Sandrine Pio et Véronique Jans, qui sont toujours actifs d'ailleurs. Absolument, absolument, et qui restent des personnes que j'admire au plus haut point. C'est comme ça aussi que j'ai découvert et même rencontré Christophe Rousset à 11 ans. Voilà, ça a été un moment assez marquant pour le gamin que j'étais. Et ce que j'ai vraiment aimé faire, étant interloqué par les différences entre les différents enregistrements que j'entendais du Stabat Mater de Pergolèse, c'est de comparer tous les enregistrements disponibles sur le marché.
Et j'ai retrouvé des choses même qu'on ne retrouve plus si facilement, des versions un peu obscures, soit très très anciennes, soit publiées dans les pays de l'Est. Et, et en fait, c'est comme ça Et d'où que vous venait ce j'ai besoin de comparer, comprendre, comprendre, comprendre. approfondir votre connaissance de l'œuvre? Oui, et surtout comprendre le comment faire. Parce que, bon, j'avais 11 ans, 12 ans, je n'avais pas du tout de formation à la musique ancienne, je ne savais pas ce qu'il était bien de faire, pas bien de faire, ce qu'il fallait faire. Je pouvais juste dire, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et quelle Euh, était votre version préférée? eh bien, c'est une question à laquelle j'étais incapable de répondre. Le premier grand écart que j'ai eu, c'était en fait les deux premières versions que j'ai écoutées. La version de René Jacobs avec Sebastian Hennig, donc contre-ténor voix d'enfant, diapason à 415, orchestre sur instrument ancien en petit effectif, un par voix et pas de clavecin. Et face à ça, j'avais la version dirigée par Claudio Simone, avec deux chanteuses lyriques et admirables, notamment Elena Kotroubas, qui est une artiste que j'aime vraiment beaucoup, et orchestre symphonique, des tempi très lents, un clavecin. Et donc c'était tellement différent, je n'avais pas de critères vraiment pour trancher. Et j'ai fini par... j'ai acheté les deux versions à ce moment-là, et étant tellement intrigué, j'ai cherché une troisième, c'était la version avec Emma Kirkby et James Borman, qui a également plein de qualités. Voilà. Et petit à petit, voilà. Mais pour vous dire quelle est la version coup de cœur, j'ai plusieurs versions qui ont quelque chose qui me plaît, mais de là à dire ça c'est la version, non. Je crois que c'est Et tant impossible. mieux. Dans le cas de cette œuvre-là, c'est tout à fait Et impossible. je dirais tant mieux parce que ça laisse la porte ouverte à imaginer autre chose. Alors aujourd'hui, vous avez fondé votre propre ensemble, Scherzi Musicali. Comment est née cette aventure? Alors l'aventure est née, en tout cas sous ce nom-là, déjà très très tôt, j'avais 14 ans. Euh, et j'allais dire, l'équipe n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe de départ. En fait, sauf une personne, il y a un des musiciens qui est toujours dans nos projets, avec qui d'ailleurs on enregistre la semaine prochaine, qui est Benoît Laurent, qui à l'époque faisait ses armes au bois venant de la flûte à bec. Et Et comment vous les avez rencontrés à eh 14 bien, ans? c'était des collègues de l'académie, des amis d'amis, voilà. Et en fait, l'idée est née en voulant monter avec la classe de chant et d'art lyrique de l'académie d'Ixelles, où j'étais... Non, c'était l'académie d'Etterbeek, pardon. Dans la classe d'André Grégoire, on montait des extraits de Rinaldo de Handel. Et je trouvais ça assez dommage de faire ça simplement avec piano. Et voilà, la folie m'a pris en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un petit orchestre pour faire ça? Et là, on m'a donné confiance, on m'a donné les rênes pour ça, et du haut de mes 14 ans, en fait, j'ai édité les partitions, j'ai rassemblé les gens, j'ai fait les plannings. Et en fait, ce que je fais encore aujourd'hui en montant un ensemble et en montant des projets, et j'ai eu la chance d'avoir une équipe de musiciens qui m'ont suivi. On a eu la chance aussi d'être dirigé parce il fallait quand même un capitaine à bord. Moi, je chantais le rôle titre de Rinaldo. Et c'est David Aschenberg qui est venu gracieusement nous coacher, nous diriger, etc. Et ça a été le début d'une aventure. On a voulu continuer et l'ensemble a gardé son nom, a un tout petit peu évolué et a pris sa forme dans les grandes lignes tel qu'il est maintenant en 2006. Donc voilà, j'avais 21 ans et on a commencé avec l'Eurydice de Caccini, avec l'Opéra Studio des Flandres. Voilà, il y a eu différents projets et l'Eurydice a été le premier projet qu'on a enregistré pour Richard Carr, qui était le début d'une longue aventure, vu qu'on collabore toujours avec Richard Carr, Jérôme Lejeune, que je remercie encore pour sa Comment s'est passée confiance. votre rencontre avec lui, justement? Oh, c'était impressionnant parce que c'est un grand monsieur, Jérôme Lejeune. Dans la musique ancienne et notamment en Belgique, c'est quelqu'un qui a été tellement déterminant Ou c'est une pour... référence dans... Oui, et c'est quelqu'un à qui beaucoup de gens doivent énormément et pendant longtemps. C'est quelqu'un qui reste tout à fait passionné, bon, il n'est plus tout jeune aujourd'hui, mais il reste passionné comme un enfant par découvrir du répertoire,
soutenir les jeunes interprètes et collaborer avec Jérôme, c'est un vrai plaisir. C'est quelqu'un qui a une telle expérience, qui aime le travail, le patrimoine, qui fait confiance dans la musique, dans les musiciens. Et voilà, de nos jours, c'est très, Vous très êtes précieux. extrêmement curieux aussi. Et énormément du répertoire que nous enregistrons est du répertoire que la plupart des producteurs nous diraient oui, mais ça va pas se vendre, ça ne va intéresser personne. Et au final, les faits peuvent parfois donner tort à cette frilosité et aider du répertoire des artistes à émerger. Voilà. Merci Jérôme. Alors, je vous propose d'écouter un petit peu de musique avec le premier numéro de Astra Coeli de Jean-Noël Amal. Donc, l'ensemble Scherzi Musicali est placé sous la direction de notre invité, Nicolas Achten.
Un extrait d'Astra Coeli de Jean-Noël Hamal, l'ensemble Scherzi Musicali, était placé sous la direction de notre invité Nicolas Acten. Alors dites-nous Nicolas, qui est Jean-Noël Hamal? Alors Jean-Noël Hamal, c'est un des compositeurs importants dans nos terres, dans les Pays-Bas méridionaux. Et c'est le compositeur autour duquel la vie musicale liégeoise, donc pour une bonne partie du XVIIIe siècle, va tourner. Donc il était maître de chapelle à Saint-Lambert, a étudié pour une partie, il a été formé en Italie, il a rencontré des gens très importants comme Durante, il a découvert la musique de Jomelli, et donc ce sont des compositeurs qui seront déterminants pour le style qui va suivre, à savoir le style qu'on va appeler classique. Des compositeurs qui ont très très fort influencé Haydn, Mozart, par exemple. Et lui va prendre cette influence, il va revenir à Liège avec énormément de musique, de musique italienne, donc napolitaine principalement, et il va écrire une musique qui va être influencée par ce qu'il a lu, par ce qu'il a entendu. Et c'est une musique relativement novatrice parce que énormément d'ingrédients dans son langage préfigurent ce qui va se passer plus tard dans l'esthétique européenne qui va assez fort s'homogénéiser à l'époque. Donc voilà, il a laissé beaucoup de motets notamment, et Musique en Wallonie, pour qui nous avons enregistré ce disque, nous avait confié les rênes d'explorer le répertoire de Jean-Noël Hamal. Voilà, il est à Liège ce que quelqu'un comme Joseph-Hector Fiocco, autre compositeur que je chéris particulièrement, est à Bruxelles. Alors comment avez-vous découvert son œuvre? L'œuvre de Jean-Noël Hamal est dans la bibliothèque du Conservatoire de Liège, tout simplement. Il y a des rayons entiers d'œuvres, beaucoup de motets, il y a la musique, il y a beaucoup de musique sacrée, des messes, des gros effectifs. On sent qu'il y avait des moyens et l'envie de choses spectaculaires, mais il y a aussi des œuvres plus amusantes, comme 4 opéras en dialecte wallon, liégeois. Et voilà, ça vaut le détour. Rien qu'à voir les titres, on sourit. Et voilà, les histoires, la musique est assez truculente dans un style qui est très clairement influencé par la Serva Padrona de Pergolèse, qui venait d'être jouée à Liège. Et on voit que Hamal a voulu donner en langue liégeoise le pendant de ce que la Serva Padrona est. Alors, votre dernier album est consacré aux Leçons des Ténèbres de Charles-Joseph Van Helmont. Alors, dites-nous d'abord, que sont les Leçons des Ténèbres? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Leçons des Ténèbres, c'est une forme qui est vraiment propre à la tradition catholique et qui, notamment dans les contrées francophones, vont prendre une place très importante. Il s'agit des lamentations du prophète Jérémie qui ont été, j'ai envie de dire, accaparées, adoptées par la tradition catholique comme métaphore de la souffrance du Christ pendant la Passion. Et donc c'est un cycle de lamentations qui vient s'intégrer dans tout un rituel qui est l'Office des Ténèbres, qui a lieu sur 3 jours. Et au cours de chaque soirée, enfin c'était les soirées dans les pays francophones, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Office des Ténèbres, des bougies vont être éteintes petit à petit pour se retrouver en fin de cérémonie avec une seule bougie qui elle-même va être un petit peu cachée pour avoir le moins de lumière possible et symboliser la solitude du Christ à la fin de sa vie. Et bon, il y avait aussi la tradition à la fin de l'office de faire le plus de bruit possible dans l'assemblée avec les chaises pour évoquer le tremblement de terre à la mort du Christ. Voilà, donc il y a toute cette... Donc c'était interactif. C'était interactif, c'était en même temps très, très introspectif parce que beaucoup de leçons des ténèbres sont écrites pour des petits effectifs et c'est le cas de celle de Van Helmont. On est ici sur une voix et basse continue. Il y a beaucoup de leçons des ténèbres qui sont on pense à celle de Couperin par exemple, qui sont à 2 voix et basse continue. Donc on est dans une forme très très intime et
Donc même dans des grands lieux, mais on jouait ça probablement dans une des chapelles ou dans un recoin de l'église pour rentrer dans cette introspection totale. Et celles de Charles Joseph van Helmont s'inscrivent dans une tradition à Bruxelles aussi. On a pas mal de recueils, d'abord en fait de deux de ses prédécesseurs et deux de ses aînés. Il y a Pierre Hercule Bréhy et Joseph Hector Fiocco, voilà, qui est un compositeur que j'évoquais précédemment. Et elles sont aussi à voix de soprano pour la plupart et basse continue. Fiocco va ajouter une petite touche personnelle avec une partie de violoncelle obligé qui dialogue avec la voix. Et Charles Joseph van Helmont, lui, a écrit ses lamentations à l'époque où il ne travaillait pas encore à Saint-Michel-et-Gudule. Il travaillait dans ce qui est aujourd'hui l'église de la Chapelle. Et on peut supposer qu'il a écrit ses lamentations un petit peu en guise de répertoire d'audition pour essayer d'obtenir le poste de maître de chapelle à Bruxelles. Il ne l'a pas eu, c'est Joseph Hector Fiocco qui l'a eu. Mais il l'aura plus tard, vu que quelques années plus tard, Fiocco décède, et c'est Van Helmont qui reprend le flambeau pour quelques décennies. Et donc son cycle de 9 lamentations va être retravaillé, 2 nouvelles lamentations. L'une qui va être un arrangement d'une de ses premières lamentations, mais avec une partie de violoncelle qui vient se greffer sur la partie existante, et une autre lamentation qui va être jouée, qui va être complètement neuve, avec aussi une partie de violoncelle. Et donc ces lamentations étaient chantées pendant la Semaine Sainte. Je vous propose d'écouter tout de même cette musique pour que les auditeurs puissent se rendre compte de ce dont il s'agit. Alors voici la 3e leçon du Jeudi Saint, extraite donc des Leçons de Ténèbres de Charles Joseph van Helmont, la soprano Wei Liang Wang, je prononce bien? Wei Liang Wang, c'est bien ça. Est entourée par l'ensemble Scherzi Musicali, placé sous la direction de notre invité Nicolas Achten.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. La troisième leçon du Jeudi Saint, extraite des Leçons de ténèbres de Charles-Joseph Van Helmont, la soprano Wei Liang Wang, était entourée de l'ensemble Scherzi Musicali, placé sous la direction de notre invité Nicolas Achten. Il s'agit d'une nouveauté signée du label Richard Carr. Alors Nicolas, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Alors qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Je propose de résumer un tout petit peu notre entretien avec, toujours dans la Semaine Sainte, mais le mercredi saint cette fois-ci, de la musique napolitaine de Niccolò Jommelli. La seconde lamentation pour le mercredi saint, chantée par Gérard Laine et Véronique Jans, et Il Seminario Musicale, sous la direction d'un invité là, qui était Christophe Rousset. Voilà, un disque qui m'a beaucoup inspiré en tant qu'enfant et un disque qui reste un disque plaisir pour moi. Alors nous l'écoutons maintenant.
Nous venons d'écouter le choix musical de notre invité et Nicolas Achten. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci Frédéric pour l'invitation. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.